Ah là, vous branchez? Capacité de, tu veux dire autonomie de batterie? Ah, autonomie de batterie, elle ne tient pas, parce que là, tu as 3 heures. Et encore sans faire 2 heures. Ah oui, ça. Ils sont tous de retour. Ouais, c'est bon, là. Allez, tout à l'heure. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous reprenons nos travaux. Donc, notre troisième table ronde est intitulée de manière très simple « Quels nouveaux enjeux, quels nouveaux moyens ?» Nous avons déjà beaucoup appris avec les deux précédentes tables rondes. Nous avons passé en revue un certain nombre de moyens dans la précédente table ronde. Il s'agit de savoir si l'on peut aller plus loin, de quelle manière, sur quel terrain. Nous avons la chance de réunir dans cette table ronde des intervenants prestigieux sur le sujet, deux parlementaires, deux magistrats, l'un de la magistrature judiciaire, l'autre un magistrat de la Cour des comptes. Je salue au passage M. Alphen, qui est un grand nom de la justice française. J'allais dire académiques, comme on dit dans le monde anglo-saxon, Madame Mattei, économiste, directrice adjointe d'IRIS, et Julien Fernandez, qui est professeur à l'Université Paris 2. Si vous en êtes d'accord, je vais d'abord donner la parole aux parlementaires, puisque nous allons partir de la réflexion sur le terrain politique. Je donnerai d'abord la parole à M. Lauzière, ensuite ce sera M. Saint-Martin. Ensuite, la parole au magistrat, M. Alphen, puis M. Miller, et enfin nos deux académiques, donc je donne la parole à Mme Mattei, et enfin à M. Fernandez. Nous intervenons l'après-midi. M. Pfeffer, président de Transparency International France, doit présenter une allocution de clôture, un rapport, notamment pour donner ses sentiments sur nos travaux, mais aussi pour parler des dernières conclusions du rapport de Transparency International France. Je ne voudrais pas que nous divorions trop pour ne pas indéfiniment le retarder. Donc si vous pouvez limiter votre propos chacun à environ 15 minutes, on peut aller jusqu'à 18 minutes, hein, pour essayer de rester dans le temps qui vous est imparti, et peut-être pour essayer d'avoir une question si le temps nous le permet. Donc je donne la parole immédiatement à M. Lauzière. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous et à toutes, chers collègues. Pour m'en tenir effectivement à votre propos, j'insisterai essentiellement sur un certain nombre de propositions, de mesures qui pourraient améliorer, je dirais, le fonctionnement d'un secteur dans lequel sont réunies à la fois toutes les occasions et toutes les formes diverses de corruption dont on a parlé depuis ce matin, et qui par ailleurs est un peu rétif, je dirais, au système de contrôle. Je veux parler du secteur des collectivités territoriales. Pourquoi? Alors, si c'est un secteur, présenter rapidement, c'est un secteur qui est sensible à toutes les formes de corruption, c'est de par sa nature même. C'est un ensemble de 250 milliards d'euros de dépenses annuelles. Et encore, on pourrait en rajouter une trentaine de milliards pour les budgets annexes, enfin, etc. Donc, et sur ces sommes, il y a environ 55 milliards d'euros de travaux, de dépenses d'équipement. Alors, qui dit travaux, marchés, etc., concessions, enfin, on voit bien toutes les occasions des risques de corruption divers que l'on a évoqués et encore tout à l'heure existent. C'est un secteur qui regroupe 2 millions d'emplois, même s'ils sont concentrés dans les plus grandes collectivités, 2 millions d'emplois dont 75%, 72 exactement, sont recrutés directement à l'initiative de l'exécutif, sans aucun critère. Donc on voit là aussi tous les risques
qui peuvent arriver de clientélisme, etc., de favoritisme. Là, naturellement aussi, il y a tous les risques possibles de conflits d'intérêts qui peuvent intervenir. Bon. Donc, oui, en ce secteur bénéficie naturellement de toutes les dispositions législatives qui ont été votées et qui sont importantes, mais dont on voit bien que, compte tenu de la diversité de systèmes, 35 000 communes, un certain nombre d'élus, on parle beaucoup quand on parle des élus, on avance le chiffre des élus français, 550 000 élus. Alors naturellement, on pleure sur ces élus bénévoles, dévoués, qui passent leur temps dans les petites communes à se consacrer aux affaires des autres pour des rémunérations très faibles. Ce n'est pas de cela dont je vais parler. Moi, j'ai en tête environ 1500 élus qui sont à la tête de collectivités importantes et qui ont tous un train de vie très nettement supérieur à celui des parlementaires. Ces 1500 élus locaux, ils ont tous une voiture et un chauffeur. Ils ont une rémunération qui est très supérieure à celle des députés. Ils sont environ à 8 000 €, 8 300, voire plus par mois. Ils disposent d'un certain nombre d'avantages de frais de représentation. Tout ça étant plus ou moins connu, mal contrôlé. Ouais, c'est de cela qu'il faut parler. Bon. Et pas de tous les autres qui sont effectivement un peu bénévoles. Voilà. Donc, dans ce secteur, eh bien, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait, je dirais, améliorer, d'autant que, chacun le sait par expérience, ces élus importants sont d'une certaine manière intouchables, à la fois par la puissance qu'ils peuvent représenter, puissance qui dépend des budgets dont ils gèrent, du personnel, de leur cabinet. Il y a à peu près, on ne sait pas trop, 5 000 emplois de cabinet, donc de recrutement politique discrétionnaire, qui sont faits à leur initiative. On voit mal comment les préfets de la République seraient en mesure, je dirais, de s'opposer frontalement, sauf exception, je dirais, à tel ou tel élu. Donc, on est là dans une situation difficile et les contrôles qui peuvent intervenir, que ce soit ceux des chambres régionales des comptes, soit des tribunaux administratifs, etc., sont quand même un peu éloignés. Voilà. Donc, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de secteurs en France où on a tous les risques possibles de corruption et avec une législation qui a du mal, je dirais, à s'appliquer compte tenu de la diversité des sites. Alors, voilà, moi, pour, je dirais, un peu améliorer, et c'est le cœur de mon intervention en ce système, je pense qu'il y aurait un certain nombre de dispositions structurelles qu'il conviendrait de prendre. La première, je m'en tiendrai à 4, cette disposition. La première serait d'aller vers le mandat unique au niveau local. On parle beaucoup du mandat unique des parlementaires. On a supprimé cette tradition, j'allais dire, immémoriale, enfin, je veux dire, qui date de la naissance de la vie politique française, quoi, du début du XIXe siècle, qui était le cumul des mandats. Le cumul d'un mandat parlementaire avec un mandat local. Bon, on y a mis fin, personne ne pensait que les parlementaires auraient le courage de sacrifier la branche sur laquelle ils sont assis, comme on dit habituellement. C'est fait. Depuis un an, depuis cette assemblée, les parlementaires français ne peuvent plus occuper un mandat actif. Je dirais, ils peuvent rester conseillers municipaux, conseillers départementaux, mais ne plus avoir de responsabilité locale. Il n'y a plus de députés maires. Fini. Le règne député dedans. Mais, par contre, au niveau local, le cumul des mandats locaux est toujours permis. On peut être maire et conseiller régional. On ne peut pas être à la fois maire et président de conseil départemental régional. Il y a quelques incompatibilités, mais le cumul est possible. Et je dirais que,
aller vers le mandat unique, quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif, c'est de faire en sorte que la plupart des mandats locaux puissent être exercés par des gens qui continueront à exercer leur activité professionnelle à temps partiel. Quand on a un seul mandat, à l'exception de quelques mandats importants, mais qui sont en nombre limité, quand on est simple conseiller général, très franchement, surtout dans l'opposition, je ne vois pas en quoi ça peut être un mandat qui occupe à temps plein. On peut avoir une activité professionnelle et être conseiller général, voire même maire dans un certain nombre de communes. Bon, voilà. Donc, voilà, cette idée, c'est au fond de déprofessionnaliser, hein, d'une certaine manière, non pas en termes de compétences, mais en termes de carrière, de déprofessionnaliser les mandats locaux. Car le cumul des mandats locaux pousse naturellement à ce que les élus vont devenir des professionnels de la politique, c'est-à-dire des gens qui ne vivront et qui ne vivront que de la politique. Et, voilà. Et je pense que ça n'est pas un bon système et que ce système, naturellement, conduit les gens à avoir aussi à être séparés en matière de train de vie avec les habitants, alors que aller vers le mandat unique, je ne rentre pas dans les modalités de détail, parce que là c'est toujours un peu compliqué, mais si on a cet objectif très clair, au moins on aurait, à ce moment-là, on ouvrirait, je crois très fortement, la vie publique locale aux catégories qui sont peu représentées, qui sont les catégories qui sont les plus modestes, qui ne sont pas représentées. Voilà. Bon, tout simplement, et on aurait des élus qui continueraient à vivre comme la moyenne des habitants. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je crois qu'il faut... alors je pense d'ailleurs, je donne cette idée, je pense que son hypothèse de réalisation, elle est actuellement faible. Mais enfin, connaissant le milieu politique, bon, mais je pense qu'il faut pouvoir lancer les idées, c'est tout. Après tout, quand on a lancé l'idée du non-cumul des mandats, au départ, l'idée n'était pas non plus largement majoritaire. Deuxième aspect qui, lui, à mon avis, est sans doute plus... on peut davantage agir maintenant, c'est de revoir le système de rémunération des élus locaux. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, il y a un plafonnement et un cumul des indemnités qui est à 8 300 €, qui est le plafond qu'on ne peut pas, en théorie, dépasser. Mais comme personne ne le contrôle, et que lorsque j'ai demandé au service des impôts, mais comment ils arrivaient, puisque c'est eux qui versent ces indemnités, comment ils arrivaient à le contrôler, en substance, on m'a répondu, on fait confiance aux élus. C'est bien, c'est gentil, sympathique, mais enfin, je ne crois pas que ce soit en termes très efficaces. Donc, cette rémunération est très forte. Je ne conçois pas qu'un élu local puisse être rémunéré davantage qu'un parlementaire. Autrement dit, j'ai depuis longtemps d'ailleurs proposé que l'on ramène cette rémunération, ce plafond, au niveau de la rémunération parlementaire. C'était à l'époque 5 500. Cette rémunération parlementaire, de fait, est passée à 7 200, puisque c'est la somme qui est maintenant intégralement imposable. En période de déclaration des impôts, je peux vous dire que ceux qui étaient sous l'ancien régime et sous le nouveau régime fiscal voient la différence. Bon. Mais enfin, en tout état de cause, il y a un critère. Pourquoi, au nom de quoi un élu local pourrait-il être davantage rémunéré, je dirais, qu'un parlementaire? Mais, outre ce plafond, il y a le fait, la rémunération elle-même. Si vous voulez, aujourd'hui, je prends un seul exemple. Si je prends le maire d'une commune de 15 000 habitants, alors ça veut dire quoi? C'est un budget de 25 millions d'euros et c'est 310 salariés. Eh bien, celui qui est à la tête de cette collectivité-là a une rémunération qui est équivalente au conseiller général, au conseiller régional d'une grande collectivité qui est dans l'opposition et qui a la même rémunération alors que lui, il doit assister à 2 ou 3 réunions par mois. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose qui serait à revoir. Il y a sûrement au niveau des maires une rémunération à augmenter et à affiner, et au niveau des conseillers départementaux,
et des conseillers régionaux, sans doute à diminuer, à revoir l'indemnité qui est en moyenne de l'ordre de 2 000 € par mois, en moyenne, parce qu'il y en a qui sont payés un peu plus. Voilà. Troisième, je dirais, mesure à prendre. Alors celle-ci, l'ensemble de ces mesures, c'est pas très compliqué. Hein. Il y a déjà eu des propositions, j'ai déjà formulé un certain nombre d'amendements, etc. là-dessus. Il suffit d'une majorité pour le voter. Ah, encore faut-il la trouver. Troisième proposition, c'est, je pense qu'il faut, là aussi, avancer au niveau local dans la séparation des fonctions exécutives et des fonctions délibératives, ce qui constitue d'ailleurs le fondement de la démocratie. Vous savez que le Code des collectivités territoriales a un article qui dit « Le conseil municipal élit le maire ». J'ai toujours pensé, je ne l'ai pas fait, parce que vous savez, les députés n'aiment pas beaucoup, le milieu politique n'aime pas trop l'humour. J'ai toujours pensé à proposer une modification de cet amendement en disant, dans les communes, c'était à l'époque 3500 habitants, le maire choisit son conseil municipal. Parce que c'est ça la réalité. Il n'y a que dans les communes aujourd'hui de moins de 1000 habitants que le conseil municipal choisit effectivement son maire. Ailleurs, c'est le maire, la tête de liste, qui choisit sa liste, la constitue, enfin, etc. Donc, et ce système fait qu'en réalité, on se trouve au niveau municipal dans un régime qui est plus qu'un régime présidentiel, puisque le chef de l'exécutif a en même temps la majorité dans son conseil délibératif. Je veux dire, une situation qui est quand même un petit peu curieuse. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse modifier ce système au niveau des communes aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas l'essentiel. Par contre, lorsqu'on aura à élire au suffrage universel, il faudra bien y arriver progressivement, les nouvelles communautés de communes, hein, eh bien là, on pourrait, dans ces nouvelles structures élues au suffrage universel, séparer l'élection de l'exécutif avec l'Assemblée locale. Et là, on pourrait, je dirais, avancer. En attendant d'aller jusqu'à ce système, c'est le même dans les conseils régionaux et dans les conseils départementaux. Finalement, le responsable de l'exécutif est celui qui, en même temps, a une majorité et donc contrôle sa majorité, même si, dans ces deux types d'assemblées, c'est quelquefois un peu plus délicat. Par contre, il y a une étape intermédiaire qu'on pourrait faire, c'est d'instituer davantage de collégialité dans le fonctionnement des collectivités locales. Car dans ces collectivités locales, c'est le chef de l'exécutif, le maire ou le président, qui a tous les pouvoirs. Tous. C'est-à-dire que quand il a des adjoints, c'est lui qui donne des délégations. Mais ces délégations, il peut les reprendre quand il veut. Et pour le reste, il y a, les textes fixent un certain nombre de décisions qui doivent être prises par le Conseil de l'Assemblée, et pour le reste, le maire décide tout seul. Bon. Et on a calqué dans les nouvelles collectivités, dans les conseils régionaux, les nouveaux conseils régionaux, on a calqué tout ça sur le modèle municipal. C'est vrai que celui qui avait présenté ces dispositions était Gaston Defferre, qui n'était pas réputé sans doute chantre de la décentralisation, mais par ailleurs un énergique maire de Marseille. Donc, voilà. Eh bien, mais là, on se trouve au niveau local dans un système qui n'est pas du tout satisfaisant, et je pense qu'on pourrait faire en sorte que les adjoints qui ont une délégation, l'exécutif ne puisse pas la retirer comme ça, et que celui qui est par exemple chargé du personnel ait la responsabilité de gérer le personnel, que ce ne soit pas l'exécutif lui-même. Qu'on ait un système collégial. Voilà. Et là aussi, j'ai essayé d'avancer dans cette optique. Là, j'ai eu droit à quelques sourires, et puis un refus poli. Mais je pense que là, on a un véritable problème. Car derrière toutes ces modifications, vous voyez bien que plus de collégialité au niveau de l'exécutif local, ça veut dire moins de pouvoir au cabinet, parce que quand l'exécutif local décide tout seul,
il décide tout seul avec l'aide de son cabinet politique, donc de gens qui ne sont pas élus. Et s'il y a davantage de collégialité, ça veut dire que les élus, eux, auront davantage de pouvoir. Donc vous voyez qu'on modifie un peu le fonctionnement. Enfin, dernière disposition, je pense qu'il faut instituer la responsabilité financière des ordonnateurs, donc des élus locaux, comme d'ailleurs l'ancien président de la Cour des comptes, Philippe Séguin, l'avait proposé en 2009, disposition qui avait d'ailleurs été votée par la commission des lois de l'Assemblée en 2010, mais que le gouvernement de l'époque et les gouvernements suivants ont laissé, je dirais, au fil. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire une responsabilité financière? Aujourd'hui, quand les chambres territoriales des comptes contrôlent les collectivités, pas toujours, enfin, je veux dire, ils contrôlent bien, mais pas trop souvent. Bon, ça revient tous les 4 ou 5 ans. Mais enfin, bon. Néanmoins, quand il y a un contrôle, qu'elles font un certain nombre d'observations, ou bien, à ce moment-là, on fait des observations, mais l'élu local, celui qui a décidé, n'est pas du tout responsable, sauf si il a vraiment piqué dans la caisse. Voilà, ça arrive rarement quand même dans les observations, et là il peut être déféré au juge pénal. Mais au reste du cas, rien du tout. Eh bien, je pense que l'idée c'était de dire, quand il y a un fonctionnement, une gestion qui n'a pas été très régulière, on regarde, eh bien, à ce moment-là, en fonction des erreurs qui ont été commises, l'élu peut être sanctionné financièrement. L'idée c'était de retenir entre un mois et une année de son traitement, en fonction de l'importance de l'erreur. Eh bien, je pense que là, la peur du gendarme serait tout à fait significative et que ce serait une mesure importante. Voilà, quelques dispositions qui, de bon sens structurel, qui seraient de nature, je dirais, à faire en sorte que, au moins, on aurait un cadre qui permettrait aux élus d'être un peu plus vertueux. La loi n'a jamais permis aux élus d'être vertueux, mais elle peut les inciter, je dirais, à le devenir, et c'est quand même la condition première pour que les citoyens retrouvent la confiance de leurs élus. Et je dirais, pour enfin, il faut quand même bien dire, on parle beaucoup des parlementaires, tant mieux, ça veut dire qu'ils sont importants. Ceci dit, les gens que les citoyens voient vivre régulièrement dans leur commune, être conduits en voiture, aller manger au restaurant, vivre en fait là, ce sont ces élus locaux dont je parlais, parce qu'ils le voient quotidiennement, c'est pas les parlementaires. Voilà les quelques observations, les propositions que je voulais faire. Merci. Merci beaucoup pour ces observations et propositions qui sont très précises et qui sont un secteur stratégique. Je vais passer immédiatement la parole à votre collègue Laurent Saint-Martin. Il faut peut-être un... celui-là. Qui pourra être votre relais, puisque vous avez quitté l'Assemblée après 25 ans. 25 ans. Et un fort investissement pour la transparence en matière financière. Donc, Laurent Saint-Martin pourrait nous dire ce qu'il pense de notre position, il en a peut-être d'autres, et le cas échéant, nous indiquer s'il pourrait se faire le relais de vos propositions. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Merci particulièrement à Michel Bouvier qui m'a proposé de participer à cette table ronde. J'en suis honoré, je l'ai immédiatement accepté. Et je dois effectivement reconnaître que c'est un honneur de parler après René Lauzière sur ces sujets-là précisément. Je sais, j'ai lu tous ces travaux sur cette thématique-là et je vais essayer très humblement d'être complémentaire avec ce qui vient d'être dit. Et je préfère le dire tout de suite, je souscris à un bon nombre de propositions qui ont été avancées par René Lauzière. Donc, je ne me permettrai pas de dire que je suis la majorité, mais enfin, je suis un membre de la majorité. Et c'est aussi comme cela que des choses peuvent avancer par des relais. Et je salue aussi Michel Bouvard qui m'a gentiment remonté mon chevalet tout à l'heure. Je n'ai pas pu empêcher d'y voir un signe de passation et de passage de relais entre vice-président de la commission des finances. Alors, le thème était nouveaux enjeux, nouveaux moyens. Nouvelle corruption, il y avait cette récurrence sur la nouveauté. Finalement,
il y a un constat très fort qui a été posé, qui n'est pas nouveau, mais que le président de la République, le gouvernement et cette nouvelle majorité a lucidement fait et posé sur la table dès l'été dernier, c'est qu'effectivement, il n'y a pas qu'un problème de corruption. Alors, corruption, il y a des personnes qui sauront en parler de façon bien plus technique et bien plus précise que moi, mais moi, ce que je remarque en tant qu'élu depuis un an, c'est que la problématique n'est pas uniquement dans la corruption, ça reste le cœur du problème, mais finalement dans tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire la suspicion, c'est-à-dire le soupçon de corruption qui gangrène et qui est finalement bien plus difficile à adresser que la corruption elle-même, qui elle peut davantage être adressée par la loi, par la justice, et dont les règles sont beaucoup plus faciles à encadrer. Donc il y a un enjeu qui évolue petit à petit, et c'est peut-être ça, ce premier nouvel enjeu. C'est pas la corruption en elle-même, mais c'est tout ce qui va autour, c'est-à-dire ce soupçon de corruption. Et je suis d'accord quand René Dosière dit que le parlementaire ou l'élu national, finalement, est loin du français, et que on se concentre peut-être un peu trop là-dessus et pas sur les élus locaux comme les maires. Mais en entendant, c'est peut-être aussi justement parce que le parlementaire est loin du concitoyen qu'il y a davantage de soupçons. C'est peut-être parce qu'on ne voit pas assez pour les concitoyens ce qui est fait, comment c'est fait, comment les budgets sont votés, et j'en parlerai après, et finalement ce qui est fait du denier public, qui est leur denier public, leur patrimoine, qu'il peut y avoir davantage de soupçons au niveau des élus nationaux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'explique. Et il y a pour moi clairement un lien de confiance qui s'est érodé au fil des décennies. C'est une palissade et qu'il faut savoir reconstruire, et c'est complexe. Donc, des nouveaux enjeux, c'est clairement pour moi ces soupçons de corruption davantage que la corruption en elle-même. Et les nouveaux moyens, à force d'y réfléchir depuis plusieurs mois, je crois vraiment et de plus en plus que les nouveaux moyens sont davantage de transparence. Mais alors de quelle transparence on parle, ça va être justement tout l'objet de ma présentation. Alors, René Dosière, je vais être obligé de vous citer assez souvent parce que finalement ça rebondit bien dessus. Est-ce que la loi permet aux élus d'être vertueux? Non. En revanche, ça peut quand même y aider. Au moins, sinon l'aider, les contraindre. Citons la branche sur laquelle nous sommes assis quand nous limitons le cumul des mandats exécutifs. Citons la branche sur laquelle on est assis quand on ne peut plus embaucher des personnes de votre famille. Citons la branche sur laquelle on est assis quand demain, si la réforme institutionnelle passe, nous ne pourrons plus avoir également plus de 3 mandats cumulés dans le temps sur un même mandat national. Ça, je ne sais pas si c'est une question de scier la branche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a été élu comme moi pour faire de la politique autrement, et surtout pour ne pas faire de la politique un métier, là aussi, je rebondis sur ce que vous avez dit. La politique doit-elle être une carrière? Pour moi, c'est clair que non. Et pour que la politique ne soit pas une carrière, il ne faut pas qu'il y ait ces possibilités. Qui sont des encouragements à faire de la politique une carrière. Très clairement. Donc, par ces contraintes et par ces lois, ce n'est pas pour moi une question de scier une branche, c'est une question de créer un cadre qui n'est pas propice à la carrière politique, mais bien à la mission politique, c'est-à-dire une tranche de vie que vous faites au début, au milieu, en fin de votre vie professionnelle comme vous le souhaitez, mais qui doit être au service de votre pays, telle que la mission politique doit l'être à son origine. Donc par la loi, quand même, on peut faire des choses. Nous l'avons voté, promulgué déjà l'année dernière. Je vais vous rappeler assez brièvement, parce que je pense que beaucoup de gens ici l'ont suivi, la suppression de la réserve parlementaire. Là aussi, j'étais rapporteur pour avis de la Commission des finances sur l'article de la suppression de la réserve parlementaire. Il y avait vraiment ce sujet notamment sur les bancs de la droite, que je peux comprendre. L'argument était double quand on nous opposait la suppression de la réserve parlementaire. C'était un, vous allez nous couper les citoyens. Et deux, finalement, c'est idiot que des propres parlementaires, et là c'est cette fameuse branche sciée, c'est idiot que des parlementaires viennent s'enlever, se supprimer une forme de pouvoir qui est réelle, qui est la décision arbitraire de subvention à des petites collectivités ou à des associations. Et pourtant, quand on supprime la réserve parlementaire,
aujourd'hui, on supprime un soupçon. On supprime un soupçon d'opacité, quand bien même je sais que depuis quelques années, il y avait eu un effort voté par la majorité précédente pour aller vers davantage de transparence. Mais c'est un bon exemple de voter une suppression de soupçons, davantage que de supprimer la corruption. Parce que moi, je n'ai jamais pensé, et je n'ai jamais dit que la réserve parlementaire, c'était quelque chose de corrompu. C'était quelque chose... Par contre, il y avait ce soupçon de corruption, ou ce soupçon d'abus. Et parce que malheureusement, il y avait aussi certains cas. On pourrait parler de l'interdiction des emplois familiaux, je l'ai évoqué tout à l'heure. La prévention renforcée des conflits d'intérêts chez les parlementaires est aussi extrêmement importante, et notamment autour des activités de conseil, qui n'avaient jamais vraiment été abordées. Et ça, c'est profondément nécessaire. Il y a, et c'est pas pour le mal, je pense, davantage de connexion entre le monde économique et le monde public, et le monde des décideurs publics. Je pense que c'est mieux, je pense qu'on comprend mieux le pays dans lequel on vit et comment on peut voter des lois quand on comprend bien le monde économique et les entreprises qui nous entourent. En revanche, ça demande davantage de clarté et davantage de séparation quand on est dans l'exercice d'une fonction, d'un mandat parlementaire. Donc ça me paraît aussi supprimer un soupçon. Des peines complémentaires et systématiques d'inéligibilité pour diverses infractions. Là, ça rejoint davantage la conclusion de votre exposé, M. Dauzière, c'est finalement par la sanction, la dissuasion. Et évidemment, je souscris totalement aussi, pour partie, à ces méthodes-là, afin d'arriver à reconstruire ce lien de confiance brisé entre les citoyens et les parlementaires. Donc ça, ce sont des exemples, mais ce sont des moyens concrets, votés il y a moins d'1 an, pour répondre à ces nouveaux enjeux par des moyens législatifs. C'est une nouvelle réalité qu'il faut prendre en compte, et je crois qu'il faut faire très attention à ne pas s'arrêter. Et là, je le dis assez solennellement, et c'est un message que je vais passer aussi au sein du groupe de La République En Marche. Il est hors de question que cette loi de confiance, ou qu'on appelait de moralisation de la vie publique de l'été dernier, soit un coup, parce qu'on venait d'être élu, et qu'on voulait faire quelque chose de propre, quelque chose de bien, aussitôt élu, aussitôt arrivé, et qu'après, derrière, on s'en occupe. Je crois que cette loi de l'été dernier est une bonne étape, avec des avancées réelles, mais qu'elle n'est que partielle. Et qu'il faudra très probablement, mi-mandat, probablement, en tout cas sur la deuxième partie du quinquennat, remettre un coup fort, ambitieux, sur tout un autre nombre de mesures nécessaires à la suppression de ces soupçons. Et là, effectivement, René Dauzière, on pourra aborder les sujets que vous avez évoqués. Alors, la transparence, oui, je suis obligé de mettre une nuance, parce qu'on voit bien qu'avec la transparence à tout va, on ne satisfait pas forcément le rétablissement du lien de confiance entre citoyens et élus. Parce que pour qu'il y ait une transparence efficace, il faut qu'il y ait une compréhension, il faut qu'il y ait une pédagogie de ce que nous montrons. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Je vais vous donner un exemple d'une collègue à moi. Une collègue à moi, aussitôt arrivée, elle a dit c'est quand même scandaleux que notre IRFM, donc, parce qu'il ne s'appelle plus l'IRFM maintenant, la FM, donc les frais de mandat, qui soient maintenant remboursés ex post ou comme avant, c'était une enveloppe préfournie, peu importe le moyen, ma collègue me dit je vais tout rendre public sur mon site internet, toutes mes dépenses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Que ne s'est-elle pas pris comme mail et insulte sur les réseaux sociaux pour la nature des dépenses et les montants des dépenses? Qu'est-ce que c'est que ces montants de restaurants? Et c'était des restaurants, effectivement, avec, ça pouvait être des journalistes, ça pouvait être tout le monde que fréquente un parlementaire de manière tout à fait cohérente. Elle n'allait pas dire jusqu'à avec qui elle allait au restaurant ou ce qui se passait précisément. Elle donnait des grandes familles de nature de dépenses. Donc, c'est pour le mieux, et en même temps, c'est un bon exemple pour dire que si on n'explique pas comment fonctionne le quotidien, à ce moment-là, on s'en prend plus, si vous me passez l'expression, que ce que ça peut rétablir comme lien de confiance avec les citoyens. Et ça, c'est toute la difficulté d'expliquer. Je fais une petite parenthèse, vous vous souvenez peut-être du reportage de Capital il y a quelques mois qui montrait l'ensemble, entre guillemets, des indemnités d'un élu parlementaire. Il y avait son indemnité de parlementaire, donc on se
l'équivalent de salaire pour un citoyen, pour qu'il comprenne bien, les frais de mandat, les remboursements de frais de mandat dont j'ai parlé, et puis toute une série, effectivement, le train, on peut avoir des facilités de taxi, on peut avoir des facilités de téléphone, crédit informatique, etc. Tout ça est très juste, il n'y avait rien de faux. Sauf que Capital, pour ne pas les nommer, avait fait une somme. Et ça donnait, évidemment à dessein, l'idée qu'un parlementaire touchait 24 000 euros par mois. Sans comparer brut et net, évidemment, ça risquerait de porter à confusion. Donc 24 000 euros par mois, évidemment, on en est loin. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on n'explique pas. Le sujet, c'est que c'est l'anti-transparence de faire ça. C'est induire en erreur. Et c'est important et nécessaire de dire que la transparence, oui, mais la transparence en expliquant. Sinon, on rompt encore plus le lien. Et ce reportage a fait énormément de mal dans le lien de confiance entre citoyens et élus que nous avons essayé, difficilement déjà, de rétablir à partir de l'été dernier. Donc, je suis conscient, et je crois que la majorité est consciente, qu'il faut aller encore plus loin. Je pense qu'il faudra une loi de confiance 2, notre type de confiance. Il faudra aussi, évidemment, quand on regarde les spots qui cristallisent l'opinion à juste titre, il y a le financement des partis et des campagnes. On ne pourra pas passer à côté. Il y a déjà eu des choses qui sont passées l'été dernier, notamment l'encadrement des prêts aux personnes physiques, notamment le renforcement du contrôle comptable des partis et des campagnes par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il y a eu aussi l'institution d'un médiateur du crédit entre les candidats et les banques, cette fameuse banque de la démocratie qui finalement était un peu déceptive, mais il y a eu au moins symboliquement des efforts de fait. Mais je crois vraiment qu'il faudra réfléchir à aller plus loin, on n'a pas le temps de le développer ici, mais financement des campagnes, il y a encore quelque chose qui sème trop de doutes et de soupçons. Les conflits d'intérêts. C'est très bien ce qui a été fait, je pense, sur les notions d'activité de conseil. Mais je pense, et c'est bien, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que la politique soit une mission dans une tranche de vie et pas une carrière, ça veut aussi dire savoir mieux gérer les allers-retours entre le secteur privé et la vie publique. Ça veut dire mieux l'encadrer. Ça veut dire mieux l'encadrer et mieux la faire comprendre également. J'en suis un exemple vivant, puisque je travaillais dans le secteur privé les 10 dernières années, et je ferai 1 ou 2 mandats, pas plus, et je repartirai probablement dans le secteur privé. Je ne peux pas dire avec certitude, mais probablement en entreprise, puisque c'est un milieu qui m'intéresse. Donc, je veux que ces passations, ces passerelles, que ce soit celle que je viens de faire ou celle que je ferai dans le futur, soient la plus claire possible, la plus transparente possible, et surtout la plus compréhensible possible. S'il ne faut pas oublier une chose, cette nouvelle majorité, on l'a plébiscitée avec une grande promesse qui était, c'est la majorité de la société civile. Et moi j'en suis très fier, j'en fais partie, mais qu'est-ce que ça veut dire, la majorité de la société civile, une fois qu'elle est au pouvoir? Est-ce que ça veut dire que M. Fauvert, que c'est l'ancien patron du RAID, il doit systématiquement travailler sur les problématiques de sécurité? Est-ce que ça veut dire que moi, j'étais un ancien banquier, pour simplifier, je dois m'occuper uniquement des problématiques de financement d'entreprise? Est-ce que ça veut dire qu'un ancien médecin doit s'occuper uniquement des sujets d'urgentistes et de SAMU, comme on le voit en ce moment dans l'actualité? Moi, je pense plutôt le contraire. Et là, je fais une autocritique de ma majorité. Je crois qu'on fait une erreur à mettre systématiquement et uniquement les spécialistes dans des sujets. Pourquoi? Parce qu'on brouille les messages. Que des personnes aient vu autre chose que la politique, oui, c'est ça la société civile. Engagement associatif, monde privé, bref, de ne pas avoir fait le fameux triptyque colleur d'affiches, assistant parlementaire avant de devenir député. Ça oui, ça c'est la société civile. Par contre, qu'on ait eu un passé et que du coup ce soit systématiquement ce vers quoi on va se diriger en tant que rapporteur, en tant que responsable de texte à l'Assemblée nationale, je pense que c'est un mauvais message. Je pense que c'est un mauvais message par rapport à ce que je viens de dire. Par rapport à la clarification des liens entre le public et le privé, qui doivent peut-être être, au contraire, davantage distendus, davantage clarifiés. Donc ça, c'est une vraie question. La société civile doit-elle travailler sur ces sujets d'expertise quand elle exerce des mandats publics? Et puis, il y a le sujet de la rémunération. La rémunération, vous l'avez abordé. Celle des élus locaux. Oui, celle des élus locaux.
Je pense qu'il faut aussi parler celle des élus nationaux. Je crois qu'il faut tout simplement l'expliquer, si je reviens aux 24 000 € de l'émission Capital. Je crois qu'il faut simplement bien expliquer, mieux expliquer. Ce qu'on arrive difficilement à faire, il faut être honnête, on arrive difficilement à expliquer pourquoi il est important aussi de rémunérer correctement des élus, justement dans un cadre de lutte contre la corruption. Justement dans un cadre de lutte contre la corruption. C'est difficile à faire entendre ça. C'est vraiment difficile. Et pourtant, c'est strictement nécessaire de ne surtout pas tomber dans un populisme de baisse des rémunérations, pas pour le confort des parlementaires, mais justement pour être au plus proche d'une lutte saine contre la corruption dans un pays comme la France, qui est quand même à un niveau très très correct de lutte contre la corruption et d'absence de corruption publique. La loi, c'est une chose. Je conclurai juste en disant que il n'y a pas que la loi, évidemment, il y a bien au-delà. Je pense beaucoup à la communication au sens noble du terme et au faire savoir. Moi qui suis vice-président de la commission des finances, je vote des budgets sur l'année N+1. Ça c'était avant, mais on va essayer de mieux évaluer, de mieux contrôler les missions, c'est-à-dire les dépenses publiques. Et nous entamons la semaine prochaine commission d'évaluation de politique publique que je vous invite à suivre. C'est inédit et extrêmement prometteur. Ça veut dire expliquer aux Françaises et aux Français comment l'argent public est dépensé. Ils veulent savoir comment les deniers publics sont dépensés. Et ce qui est extrêmement frustrant, si vous voulez avoir mon opinion profonde, c'est qu'en fait, si vous allez sur le site internet de la direction du budget, ben c'est pas mal en fait. C'est plutôt bien expliqué. On comprend bien comment un budget de l'éducation nationale est décomposé, on comprend bien comment un budget de la justice est décomposé. On comprend en fait plutôt bien comment est fait un budget d'État. Alors on n'a pas toute vision parce que c'est le budget d'État pilotage, c'est toujours très parcellaire, j'en suis conscient, mais on comprend quand même quels sont les choix politiques, quels sont les choix de politique publique par rapport à un budget d'État. Et si seulement un grand nombre de Français savaient comment étaient décidés les budgets, comment on oriente telle ou telle mission par rapport à telle ou telle politique publique, alors là, moi je suis convaincu que c'est par ce biais-là qu'on recréerait un lien de confiance entre politique et citoyen. Bien plus que dans les sujets de combien il gagne, est-ce qu'il a bossé chez Sanofi avant, etc. Je crois beaucoup plus que c'est en expliquant comment on vote des budgets, comment on utilise l'argent public, vraiment à quelle finalité c'est fait et pourquoi il y a des changements dans un quinquennat. Je crois profondément que c'est par cela qu'on rétablit la confiance. Alors aussi, évidemment, il y a les pratiques au niveau local, mais ça, René Dosière l'a mieux expliqué que moi, donc je passe dessus. Et puis, enfin, je conclurai en disant que s'il y a bien un intérêt à faire passer des personnes du secteur privé au secteur public, c'est peut-être justement par une habitude de plus en plus accrue dans les entreprises qui s'appelle la compliance, pour le mieux aussi, je crois, qui peut facilement être en comportement, et là c'est pas législatif, en comportement être répliqué quand on est élu. Moi j'ai travaillé dans des secteurs extrêmement réglementés, avec des niveaux de compliance très élevés. Le premier réflexe quand on vient comme élu, et encore plus quand on manipule de l'argent public, c'est bon réflexe de compliance, de déclaration, de transparence et de probité. Je crois que c'est l'avantage peut-être, au fil des décennies, de faire des allers-retours entre public et privé, c'est les bonnes pratiques. S'il y a une bonne pratique qui s'installe de plus en plus en entreprise, c'est celle-ci. Voilà. C'est celle de la conformité et de la réglementation. Donc en conclusion, lutter contre la corruption, oui, évidemment, mais lutter contre la perception plus vicieuse et plus pernicieuse, n'oublions pas, parce que je pense c'est la clé, avec des nouveaux moyens du législatif, du réglementaire, mais surtout du faire savoir, de la communication, bref, de la transparence réelle et utile, et expliquer pour un plus grand nombre, pour savoir comment est utilisé les deniers publics, mais de manière générale, comment est pratiquée la politique publique. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Donc vous, c'est confiance et transparence réelle.